ils sont affichés, c'est de caractériser les conditions sociales et géologiques dans lesquelles ce territoire peut contribuer aux transitions en cours et d'obtenir une connaissance partagée du sous-sol, en particulier aux échelles locales et régionales. L'idée du projet, c'est vraiment de structurer une communauté de recherche pluridisciplinaire, puisqu'on a associé des chercheurs de différents horizons, des sciences sociales, des sciences humaines, de l'économie, du droit et aussi des géosciences. Et puis on essaie de mettre en place une approche transdisciplinaire qui intègre également les parties prenantes du territoire, ce depuis le début de la construction du projet et puis tout au cours de la vie du projet. L'idée, c'est in fine de permettre à chacun de se positionner et de mieux comprendre les enjeux qu'on va avoir quand on parle d'exploitation des ressources du sous-sol en France, mais plus largement également à l'étranger. Alors on a deux axes principaux dans le projet. Le premier concerne les métaux critiques et la possibilité d'un renouveau minier. Et puis le deuxième s'intéresse à la géothermie profonde comme une potentielle future ressource pour l'avenir. Vous voyez, ça, c'est une carte géologique, c'est un écorché de la carte géologique du Massif central sur lesquels vous voyez les cibles. On a choisi de focuser nos travaux, tant géoscientifiques, côté géologie et côté sciences humaines et sociales, sur des territoires. Donc notre approche, elle est vraiment territoriale. Sur la partie métaux critiques et possibles renouveaux miniers, il y a deux grandes thématiques. La première, elle est plutôt sciences de la Terre, où on cherche à réévaluer les modèles métallogéniques sur certaines substances critiques. On a parlé de criticité ce matin, donc voilà, le cuivre, je ne vais pas toutes les citer, le cuivre, l'antimoine, etc. Et puis il y a un deuxième volet qui s'intéresse au territoire et aux ressources minérales avec différents aspects. On a des aspects de droit. Je ne reviens pas dessus parce qu'on va vous faire un focus sur les travaux de droit derrière. Et puis on a des travaux sur la représentation et la modélisation des trajectoires territoriales en comparant différents territoires. On travaille aussi en économie, sur les conditions économiques d'un potentiel redémarrage d'une exploitation minière. On travaille aussi sur la construction sociale des ressources, en travaillant sur les jeux d'acteurs, leur rapport de force, la compétition entre les ressources, l'attitude et le positionnement de ces différents acteurs. Et puis, on travaille aussi sur les controverses et la politisation ou la repolitisation du sous-sol associée à des projets émergents. Donc, ce que je vais faire là, c'est que nous, on a choisi de vous faire un focus plutôt sur les travaux SHS et puis vous le verrez après, un autre focus sur les travaux de sciences de la Terre. Donc, je vais laisser la parole à Sylvia. Okay. Le focus, il porte sur le travail de Romain Gosse, qui est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire PACT depuis peu, recruté en octobre 2025, après avoir fait quelques mois de postdoc avec nous sur le PC13, et qui travaille donc sur la territorialisation du droit minier, en partant du constat que ce droit est un droit très centralisé, qui répond à un modèle régalien, dans un secteur qui nécessite beaucoup d'investissements et donc favorise des grandes entreprises. Et il pose la question de comment est-ce qu'on peut envisager une gouvernance plus ouverte, partagée et inclusive des territoires. Son travail porte d'abord sur la territorialisation du régime juridique et de la gouvernance minière à travers les projets de miniers. En 2025, il a été fait une analyse du régime juridique minier avec Anna Rachel qui est avec nous dans la salle et qui pourra éventuellement répondre à des questions. Donc il est prévu en 2026 d'avoir une approche plus géographique, de travailler, de sortir un peu du droit et de travailler plus avec la géographie pour prendre en compte l'épaisseur du territoire et de ses différents aspects matériels et immatériels. Et à terme de parvenir à une modélisation de cette territorialisation du droit minier, du régime minier, en identifiant des critères pour cette modélisation, comme le montre le diagramme, qui n'est pas du tout un diagramme contractuel du travail qui a été fait. L'axe 2, lui, il va poser plus la question en termes de comment la politique de renouveau minier, elle rencontre les politiques territoriales et notamment les politiques climatiques et énergétiques par une analyse des documents de planification territoriaux, comme peuvent l'être les schémas de climat, air, énergie, territoire, par exemple, ou les SRADET. Alors, je décline. L'aménagement, développement durable, équitable du territoire.
Voilà, alors celui-là, j'arrive pas à le dire. Voilà, en interaction et discussion qui doivent se faire encore avec le PC1 Anticipe. Et le troisième axe est plus un axe prospectif où il va s'agir de comprendre comment le droit peut fabriquer ce que Romain appelle un commun minier territorial, c'est-à-dire de sortir de la relation binaire entre État et industrie pour intégrer davantage les territoires, ce qui implique une approche conceptuelle sur comment s'imbriquent et s'articulent différentes échelles territoriales entre l'échelle nationale, régionale et locale, mais aussi discuter, analyser les évolutions possibles du droit, et notamment est-ce que les dispositifs existants ou est-ce qu'il faut créer de nouveaux dispositifs pour faire du sous-sol un bien commun. Et enfin, de faire des développements méthodologiques, puisque le droit, vous le savez, travaille plutôt à partir de textes. Et là, il s'agit de développer les critères d'une approche beaucoup plus de terrain pour le droit, en lien aussi et discussion avec les PC7 et PC8. Vous avez des questions sur ce sujet, il y a Anna Rachel qui est là et qui se fera une joie de vous répondre. Sur la partie, le deuxième volet sur la géothermie profonde comme une future potentielle ressource, on a là encore deux aspects. Parce que nous, on a choisi de ne pas séparer des work packages géologiques des SHS. On a dans un même groupe, on associe les travaux. Et donc sur la géothermie profonde, on se pose la question de savoir comment la géothermie profonde peut être intégrée dans des scénarios de développement territoriaux qui pourraient viser à assurer une satisfaction locale de la demande énergétique. Alors dans ce cadre-là, et ça résonne un peu avec ce que nous a présenté Jean sur le fossé rhénan tout à l'heure, on a des travaux en cours par des sociologues de la communication qui travaillent sur la façon dont les médias s'emparent de ces sujets de géothermie. Et puis, ils ont travaillé à travers des enquêtes pour connaître quelles sont les connaissances et attitudes d'habitants au sujet de projets qui émergent, en particulier dans la région du Rouennais. Et il y aura une approche comparative, là encore, entre différents territoires. Et puis, il y a de la modélisation sur la dynamique des opinions et de positionnement à travers différents scénarios qui est mise en place. Et puis, il y a un volet plus sciences de la Terre qui s'intéresse à comprendre quels sont le rôle des différents paramètres géologiques sur les systèmes géothermaux profonds. Et je vais donc laisser la parole maintenant à Bastien, qui va vous présenter ses travaux de postdoc qu'il a fait sur un des sujets de ce work package. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai réalisé mon postdoctorat l'année dernière, donc au sein du BRGM, en collaboration avec l'Université de Rennes. Et donc moi, j'ai travaillé sur la partie centrale de la Limagne d'Allier, donc qui correspond globalement à une zone comprise entre la chaîne des Puys à l'ouest et les monts du Forez à l'est. Et donc la Limagne d'Allier, c'est un bassin sédimentaire qui s'est formé il y a environ 30 millions d'années et qui est délimité par un ensemble de failles bordières, donc à l'ouest, au nord et à l'est. Et donc en fait, la Limagne d'Allier, en ce qui concerne sa genèse, sa formation, donc les mécanismes à l'origine de sa formation, il y a encore quelques incertitudes, il y a des questions qui demeurent en suspens. Donc on a plusieurs hypothèses concernant sa formation. Donc ces hypothèses, globalement, on peut les regrouper au sein de deux modèles. Donc à gauche, on va avoir le modèle de l'extension qui correspond assez simplement à un étirement des roches et la formation d'une zone subsidente au milieu dans laquelle s'accumulent les sédiments. Et à l'opposé, à droite, on va avoir le modèle de la transtension, donc, qui est cette fois-ci une sorte de coulissement, de déplacement horizontal des roches, avec au milieu toujours la création d'une zone de sédimentation. Donc ça, ce sont les deux modèles principaux, les deux hypothèses, en sachant que celui qui est plutôt retenu dans la littérature aujourd'hui, c'est le modèle de gauche, donc ça va être le modèle de l'extension. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du modèle qu'on va avoir, eh bien, les failles bordières, leur morphologie, mais également leur répartition spatiale, donc ce qu'on appelle classiquement le schéma ou le réseau structural, eh bien, il va être très très différent en fonction du modèle qu'on va avoir. Et concernant le potentiel géothermique, eh bien, les fluides, donc l'eau chaude qui constitue ce potentiel, eh bien, en fait, ils remontent le long des failles et ils vont se propager au sein du schéma structural. Et donc, en fonction du modèle qu'on va avoir, le potentiel géothermique ne va pas du tout être localisé au même endroit, puisque les schémas structuraux seront différents.
Donc, il est très important de répondre à la question de déterminer un petit peu tout ce paramètre qui concerne le réseau structural avant de se lancer dans le potentiel géothermique. Donc moi, mon sujet de postdoctorat, il y avait du coup ces deux approches. Donc, déterminer quels étaient les mécanismes à l'origine de la Limagne et quel était le réseau structural. Et deuxièmement, et par conséquent, de mieux pouvoir cibler le potentiel géothermique. Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai utilisé toutes les données qui étaient en ma possession. Donc, ça va de l'interprétation des données de subsurface. Donc, on va voir la sismique, les données de forage. Mais on a également le travail de terrain. Et donc, toutes ces données m'ont permis d'obtenir beaucoup de résultats que j'ai synthétisés au sein d'un modèle géologique 3D que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, mais je serai très heureux de pouvoir en discuter avec vous par la suite. Donc, je ne vais pas vous présenter ces résultats. On va tout de suite passer en fait, aux conclusions. Et donc, surprise, en fait, à l'opposé de ce qui est décrit dans la littérature, mes résultats convergent plutôt sur un modèle de bassin en transtension qui correspond du coup, à peu près à ça. Donc là, je vous ai remis une carte. Alors en fond, derrière, c'est la gravimétrie. Et ça, c'est donc le schéma structural que j'ai pu obtenir à partir de mes données. Donc à gauche, je vous ai mis une photo d'un modèle analogique qui a été fait sur un autre bassin, mais qui représente assez bien la structure qu'on imagine de la Limagne. Donc en fait, toutes ces données permettent d'apporter une nouvelle vision du bassin en ce qui concerne son ouverture et son fonctionnement. Et ça permet également de préciser le potentiel géothermique, dont je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais on a de meilleures idées de comment le cibler et de où aller le chercher. Voilà. Super, merci Bastien. Juste 2 mots pour conclure. Nous aussi, on a commencé un peu en décalé à cause des signatures. Donc, le chantier Massif Central, il va de 2024 à 2029. Simplement pour vous dire qu'on a eu beaucoup de recrutements ces dernières semaines, ces derniers mois. On a donc 6 doctorants et 2 postdocs, n'incluant pas Bastien. Donc, on a 8 nouveaux jeunes chercheurs là, qui arrivent dans nos équipes. Et puis nous, on avait pris le pari de mettre pas mal de financement sur des masters. Donc on a 11 masters 2 en ce moment qui travaillent là, on va dire, en début d'année. Voilà, je ne les cite pas tous, mais c'est sur tous les chantiers, sur toutes les thématiques. On peut discuter de leur sujet plus en détail après, si vous le souhaitez. Et puis pour vous dire aussi qu'on travaille sur la mise en place d'un groupe de réflexion transdisciplinaire, ce qu'on va appeler une communauté apprenante. L'idée étant de pouvoir mettre en dialogue entre les chercheurs du projet, mais aussi les parties prenantes du territoire, les thématiques scientifiques qui sont abordées dans le PC13. Et puis, vous ne le savez pas encore, l'équipe projet, mais j'allais vous mettre un mail pour vous le dire. La réunion annuelle aura lieu début juin dans le Massif Central. Je ne sais pas encore où, mais on va travailler là-dessus. Venez nous voir devant le poster. Merci beaucoup.